Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je commencerai ce journal en souhaitant à tous ceux qui sont partis en vacances, et aux autres pourquoi pas, d'avoir du soleil, c'est-à-dire qu'il fasse moins froid. On se croirait en effet en hiver. Il a, paraît-il, neigé très tôt ce matin sur le nord de Paris, tempête de neige en ce moment sur une partie de l'est de la France et sur le centre. Sur les routes, départ en masse ainsi que dans les gares, hier. Il faut rappeler que l'an dernier, à la même époque, 74 automobilistes ont été tués. Reste à savoir, et d'ailleurs on le saura toujours assez tôt, si ce nombre sera dépassé cette année en dépit des incitations à la limitation de vitesse. Que ce soit au bord de la mer ou dans les stations de sport d'hiver, c'est à préciser également, tous les hôtels affichent complet. Il y a eu hier, aux sorties de Paris, beaucoup de bouchons, sur les autoroutes notamment. Nous allons voir maintenant comment se présente la situation ce matin en appelant François Cornet qui se trouve au PC de la circulation à Rosny-sous-Bois. Et François Cornet, pour avoir une vue beaucoup plus large de la situation, a, je crois, pris ce matin l'hélicoptère. À vous, François. Oui, grâce au colonel Chichignou et au capitaine Amé de la direction de la gendarmerie nationale, notre caméraman et notre technicien Jacques Laviron et Michel Legal ont fait ce matin à bord de cet hélicoptère un tour d'horizon au-dessus de la région parisienne pour enregistrer avec nos moyens de transmission en direct une physionomie de cette deuxième vague des vacances de Pâques. Les départs amorcés dès 14 h hier se sont poursuivis jusqu'à 22 h hier soir pour reprendre ce matin dès 6 h principalement en direction de la Normandie, du sud-ouest et de la Méditerranée. Vous ne verrez pas beaucoup de circulation sur cet enregistrement. Elle était, à l'heure où nous avons enregistré nos images, légèrement en régression, mais à l'heure où nous émettons, dans l'ensemble du réseau, la circulation est beaucoup plus dense. On peut dire que dans l'ensemble, elle est légèrement supérieure à la circulation de l'an dernier. On comptait la veille de Pâques 4600 véhicules à l'heure sur l'autoroute du Sud à midi. On en compte aujourd'hui à la même heure 5150. Sur l'Ouest, 3900 voitures à l'heure l'an dernier, cette année 4000. Sur le Nord, on enregistre pratiquement le même nombre de voitures à l'heure où nous émettons. Sur cet axe, le trafic est normal, bien qu'il y ait eu beaucoup de départs. Sur l'ensemble des autoroutes, la circulation, bien que très dense, s'écoule normalement. Il n'en est pas de même sur les nationales. On note des bouchons importants sur la 23 en direction de l'ouest, à Nogent-le-Rotrou, un ralentissement de la circulation sur la 12 à Thiers-sur-Avre, et dans le midi, un bouchon de 3 km à l'entrée sud-est d'Arles sur la nationale 113 Bordeaux-Marseille. Rappelons que pour améliorer la fluidité du trafic sur l'ensemble du réseau, on a mis en service les itinéraires bis qui doublent les grandes nationales ainsi que l'opération Bourgogne pour la traversée du Morvan, point chaud des départs et des retours de vacances. Sur le plan de la sécurité routière, 38 500 hommes des forces de police et de la gendarmerie, 7 200 voitures radio, 6 000 motos et 82 hélicoptères sont mobilisés. Ils vous aideront sur la route de vos vacances, mais attention, ils ont reçu des consignes sévères pour rechercher et relever toute infraction grave à la circulation. Les procédures de suspension du permis de conduire seront accélérées. Des instructions ont en outre été données au préfet par le ministre de l'Intérieur pour qu'ils jugent d'urgence de suspension du permis de conduire dès qu'ils auront reçu un procès-verbal de constatation des infractions les plus graves telles que le franchissement d'une ligne jaune continue, le non-respect d'un signal stop et les règles de priorité. Ce sont des informations un peu pessimistes, mais la consigne, comme vous l'a dit Bernard Volcker tout à l'heure, était à la prudence. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire. À vous, Bernard Volcker. Merci. Oui, il vaut mieux se déplacer en hélicoptère. C'est beaucoup plus simple. La politique internationale maintenant, nous commençons par le Proche-Orient. Après le sombre vendredi saint d'hier au Liban, dont le bilan est de 37 morts à la suite des échauffourées entre Libanais et Palestiniens, de nouveaux incidents se sont produits ce matin. Des Fédayines ont enlevé 15 douaniers libanais et coupé une grande route sortant de Beyrouth. Nous apprenons en dernière minute qu'un camion de l'armée libanaise a été pris ce matin sous le feu des Fédayines palestiniens. 3 soldats libanais ont été grièvement blessés. Cet incident s'est produit près de Baalbek. D'autre part, la guerre se poursuit. Selon Damas, des éléments syriens ont occupé 21 positions fortifiées israéliennes sur les hauteurs de Golan dans le courant de la nuit. Les Israéliens qui tenaient ces positions ont tous été tués ou blessés et les installations ont été détruites. L'opération, menée par des unités régulières syriennes et qui s'est étendue à toute la longueur du front, a duré 2 h 30. Les Syriens ont eu un mort et 3 blessés. Des renforts israéliens envoyés sur place en half-track ont été repoussés. Cela, selon un porte-parole militaire syrien. On attend toujours un commentaire de Tel Aviv. Il n'y a rien jusqu'à présent. La francophonie maintenant. M. Peretti, le président de l'Assemblée nationale, rentrait hier d'Abidjan où se tenait la 3e Assemblée générale de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Cette assemblée se tenait en même temps que le colloque de l'Association des universités de langue française. Nous écoutons Jean-Pierre Paoli.
Je rentre d'Abidjan, mais je m'étais d'abord... J'avais fait un voyage au Canada sur l'invitation du président de la Chambre des communes. Et les deux choses, au fond, se tiennent. Et après un court séjour à Montréal, j'ai été reçu à Ottawa par le président de la Chambre des communes, évidemment, puis par le Premier ministre, M. Trudeau, et par le ministre des Affaires étrangères, dont vous savez certainement depuis qu'il va se rendre bientôt en France. Et il m'a été agréable de constater que ce que j'appellerais une confiance retrouvée dans les rapports qui existent entre deux pays amis et alliés. Puis je suis allé à Abidjan et il y avait effectivement le congrès de l'association des parlementaires qui parlent la langue française. Et des travaux se sont déroulés dans un climat de confiance, d'amitié et j'oserais même dire de fraternité. Il s'agit, vous le savez, de conserver la position de la langue française allemande et même de l'étendre. Et je crois que la conférence d'Abidjan à ce sujet a parfaitement réussi et nous devons en être satisfaits non seulement pour la France mais pour ce que représente la culture française et ce qu'elle peut apporter pour la paix dans le monde. La situation au Cambodge paraît toujours être très tendue entre partisans et adversaires du prince Sihanouk qui a été évincé, comme vous le savez, le 18 mars dernier de la présidence de l'État khmer par le gouvernement du général Longnol. Les aérodromes demeurent interdits au trafic civil. Le Premier ministre a rappelé ce matin les réservistes. Selon des rumeurs persistantes circulant à Phnom Penh, le prince Sihanouk se rendrait maintenant à Hanoï, d'où il pourrait mieux stimuler l'activité de ses partisans. La guerre du Vietnam va-t-elle s'étendre au Cambodge? C'est également la question que l'on se pose ce matin, ou que l'on peut se poser à tout le moins. Des unités de blindés et de rangers sud-vietnamiens ont en effet pénétré hier soir en territoire cambodgien à la poursuite d'éléments du Front National de la Libération. Pas de commentaires de Phnom Penh ni d'Hanoï pour l'instant. Toujours en Extrême-Orient, nous quittons la politique pour la foire d'Okasa et nous écoutons Jean-Pierre Delgado. Depuis le 14 mars, la foire d'Osaka a ouvert ses portes. Vous avez pu admirer l'ensemble des pavillons au nombre de 76, mais aujourd'hui c'est celui de la France que nous allons visiter. Une France résolument tournée vers l'avenir, comme va nous l'expliquer M. Sanson, commissaire général du pavillon français. Monsieur le commissaire général, les journalistes japonais ont écrit récemment que le pavillon français, c'était Paris qui tournait le dos à l'amour. Ils n'ont pas dit très exactement que c'était Paris, ils ont dit quelque chose de beaucoup plus grave, ils ont dit que c'était la France qui tournait le dos à l'amour. Pourquoi? Eh bien non, la France ne tourne pas le dos à l'amour, la France est amour, la France prétend le rester, elle veut le rester. Seulement ce que j'ai voulu montrer aux Japonais, c'était que la France, ce n'était pas seulement l'amour, la culture, la gastronomie et tout ce qui fait la joie de vivre, mais que c'était aussi autre chose. Comment l'avez-vous montré? Nous avons, je tiens à le dire, dans les grandes lignes, partagé la démonstration en 4 parties. 25% d'information, 25% pour la science, 25% pour la technologie et enfin 25% pour la culture. Qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport aux autres expositions? Eh bien, il en va des expositions comme de la mode. Elles changent. De plus en plus, on s'oriente vers une méthode audiovisuelle qui permet d'embrasser plus dans un plus petit espace. Certes, nous représentons la maquette de Concorde au 10e, ce qui est déjà considérable, mais la plupart des démonstrations sont faites par voie audiovisuelle. C'est dire qu'on peut embrasser la France du nord au sud et de l'est à l'ouest en des films saisissants et qui permettent à la fois de constater les progrès qu'a fait la France dans la science, la technologie et son insertion dans le monde moderne. D'autres pavillons vous seront présentés, mais vous pouvez les visiter sur place jusqu'au 14 septembre. Sur place, c'est-à-dire à Osaka.
En France, une suite nouvelle des récentes manifestations de certains commerçants, les services de police de Quimper ont en effet identifié et gardent à vue 3 commerçants et artisans qui ont, dans la nuit de lundi à mardi, tiré des coups de feu un peu partout, notamment dans les devantures de 4 magasins, sur une station d'essence ainsi que sur le bureau de l'enregistrement. À Bayonne, protestation également, depuis 8 jours, 10 autonomistes basques font la grève de la faim. Écoutons Alain Cancès. D'un côté, le Pays basque espagnol, de l'autre, le Pays basque français. Mais pour bien des Basques, sinon tous, une frontière sans valeur à un seul et même pays. Bayonne et toute la région, c'est l'ultime refuge des autonomistes basques espagnols du mouvement ETA en lutte violente et armée contre le régime franquiste. Ils sont quelques centaines qui ont dû franchir clandestinement la frontière et demander l'asile politique. Mais les Basques espagnols accusent le gouvernement français de leur appliquer, bien que réfugiés politiques, un régime discriminatoire. Contrôle trimestriel par la police et mesures d'assignation à résidence dans des départements du Nord et de l'Est pour certains d'entre eux. C'est pourquoi quelques-uns ont commencé samedi, dans une chapelle de la cathédrale de Bayonne, une grève de la faim. Ce mouvement de grève de la faim est très simple, car il s'agit ici, pour ces réfugiés basques, de pouvoir obtenir le droit tout naturel de vivre ici en terre basque, dans leur terre. Et ils font cela parce qu'ils sont l'objet d'une discrimination. Pour certains, on leur donne des récépissés provisoires, pour d'autres, on les assigne à résidence, pour certains même d'autres, on les oblige à signer des assignations à résidence sous prétexte d'avoir un récépissé. Mais assigné à résidence, où? Eh bien, dans des départements très lointains d'ici, dans le nord, pour José Echave, celui qui est aujourd'hui l'apôtre, on peut dire, de cette manifestation. Et il s'agit de la Haute-Saône. Voici un garçon de 30 ans, père de famille, qui vit dans un petit village du Pays basque. Il travaille la terre dans une ferme donnée par un curé du Pays basque et qui, chaque fois qu'il revient ici, est emprisonné et qui en est aujourd'hui à Pau à sa 15e journée de grève de la faim à l'hôpital. Les autorités françaises, en refusant tout commentaire, soulignent simplement que ces autonomistes espagnols qui ont fait l'objet d'assignation à résidence s'étaient rendus coupables d'actes de nature à troubler l'ordre public. Certains, par exemple, avaient été trouvés porteurs de revolvers. Un argument qui ne convainc nullement la majorité des Basques français du mouvement Mbata. Pour eux, l'attitude du gouvernement français s'explique par le souci de ménager ses bonnes relations avec le gouvernement espagnol en éloignant les militants les plus actifs de l'État. Une nouvelle d'Argentine. Le consul du Paraguay, enlevé au début de la semaine dernière par des extrémistes de gauche, M. Valdemar Sanchez, a été libéré ce matin. Nous n'avons pas d'autres détails. 15 000 personnes ont reçu, nous revenons en France, sur la Côte d'Azur, le vaccin antivariolique au cours des dernières 48 heures. Tel est l'état de la lutte à Nice et à Menton, où, après le décès suspect d'une habitante de la ville, d'une habitante de Menton, lundi dernier. Mais on ne sait pas encore d'une manière certaine si cette dame est bien morte de la variole. Tout danger serait écarté le 8 avril prochain, si à cette date aucun cas suspect nouveau ne s'était manifesté. Samedi saint aujourd'hui, Pâques est l'occasion de grands rassemblements de jeunes, non seulement à Lourdes mais aussi à Thésée en Bourgogne, Thésée au lieu de l'œcuménisme où nous nous rendons maintenant. Thésée en Saône-et-Loire. Communauté œcuménique à peine connue il y a quelques années, aujourd'hui Thésée attire des milliers de jeunes de tous les continents. Pourtant, cette rencontre de Pâques 1970 restera sans doute gravée dans l'histoire de la communauté. Une nouvelle importante sera annoncée au monde, comme nous le dit frère Roger-Louis Schutz, prieur de Thésée. Quelle est cette nouvelle qui, en quelque sorte, libérera des énergies chez les plus jeunes et qui les entraînera à vivre ensemble un événement, à vivre? Ces jeunes ont préparé cette nouvelle dans leurs continents respectifs. Ils l'ont, bien sûr, préparé, réfléchi avant de venir. Et on a écouté tant et tant de filles et de garçons depuis si longtemps, ici même, reçu tant de lettres. Mais il fallait quand même qu'on se réunisse ici avec des interprètes des différents continents pour mettre en commun et puis se décider à une nouvelle. Et pourquoi ont-ils choisi la communauté œcuménique de Thésée? Je ne sais même rien, je ne sais pas ce qui se passe à Thésée. Les jeunes viennent de plus en plus nombreux et nous étions tellement impréparés, et on le demeure, à les recevoir. Mais ce village isolé en Bourgogne avec des milliers de jeunes qu'il faut loger et nourrir, dans une période comme celle-ci où il ne fait pas très chaud. Voilà, c'est une situation inattendue, mais bonne. Vous êtes même dépassé, je crois, par nous sommes depuis un certain temps dépassés par l'événement, mais on l'accueille avec bonheur, c'est bien. Cette nouvelle que nous connaîtrons demain, qu'en feront les jeunes? Eh bien, je pense quand même transformer quelque chose pour eux et en eux.
Ce qu'il leur est préparé, me semble-t-il, autant que je puisse en juger moi-même, c'est un moyen de dépassement, d'aller au-delà d'une situation présente, de sortir de ces étaux de fer dans lesquels les sociétés contemporaines nous enferment tous, où qu'on soit, dans quel coin de l'univers qu'on soit. Mais l'important, je me semble, c'est quand même de les écouter. C'est parce que je les écoute qu'il y a de la joie. Je vous disais il y a quelques minutes que 3 commerçants avaient été interpellés à Quimper. J'apprends qu'il s'agit de 2 commerçants et d'un artisan qui avaient été interrogés au commissariat de police. Ils ont été relâchés. Ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des actes de malveillance commis là-bas. Les 3 personnes ont pu regagner leur domicile. Le dossier les concernant a été transmis au parquet de Quimper. Notre station de Bordeaux nous offre maintenant un reportage sur un accident de train spectaculaire, mais qui heureusement n'a pas fait de victimes. Vers 7 heures hier matin, un accident de chemin de fer peu banal s'est produit sur la voie internationale Pau-Canfranc. Un train de marchandises de 400 tonnes se dirigeait vers Canfranc lorsque le convoi, dans une rampe, se mit à patiner. Brusquement, le lourd convoi échappa au contrôle des mécaniciens et dévala en marche arrière à 110 km/h, 2 km de voie ferrée. Le dernier wagon s'étant couché, il provoqua le déraillement du train qui heurta un pont de fer. Les motrices se renversèrent dans le torrent. Fort heureusement, cet accident n'a pas fait de victimes. Les dégâts matériels sont en revanche très importants. La ligne est interrompue pour plusieurs jours. Nous passons maintenant à l'actualité sportive avec Michel Drucker. Par quoi commençons-nous? Eh bien, c'est surtout le football, Bernard Volcker, qui est la vedette de ce week-end pascal, avec surtout les 8e de finale de la Coupe de France, match retour. 4 rencontres ont eu lieu hier, une a lieu cet après-midi, le match phare, Saint-Étienne-Nîmes, et 2 auront lieu demain. Hier soir, 2 équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale. Ce sont 2 équipes de l'Ouest, les Bretons, Rennes et Nantes. Les Rennais ont fait match nul avec Lyon à partout, mais ils avaient remporté le match aller 3-2. Quant aux Nantais, ils ont battu une équipe amateur, l'équipe du Mans 2-0. 2 buts qui, venant s'ajouter aux 4 du match aller, permettent à l'équipe de Nantes d'accéder facilement aux quarts de finale. Quant au match Valenciennes-Toulon et Metz-Nice, ils devront être rejoués car les 2 équipes n'ont pu se départager, les 4 équipes n'ont pu se départager. À l'issue des matchs aller et retour, elles sont à égalité de buts. Nous allons d'ailleurs voir comment se sont déroulées toutes ces rencontres car nos stations régionales étaient sur place, c'est-à-dire Nancy, Lille et Lyon. Nous allons d'abord commencer par le match Valenciennes-Toulon qui nous est envoyé par nos camarades de Lille et puis ensuite nous verrons des reportages des stations de Lyon et de Nancy sur les matchs Lyon-Rennes et Metz-Nice. Bonjour à Valenciennes pour ce match retour de Coupe de France entre Valenciennes et Toulon. Cela ne s'était pas vu depuis très longtemps, 8000 spectateurs. Valenciennes, maillot foncé, culotte blanche, obtient ici un coup franc tiré par Jean-Claude Pumy qui passe à Volniak qui faisait sa rentrée. Les Valenciennois vont tellement dominer au cours de la première mi-temps qu'ils vont obtenir 11 corners. On voit ici Guedos, l'avant-centre numéro 9, qui obtient une touche, puis un corner que tire Leclerc. Nouveau corner successif qui ne donne rien, mais sur le 3e, le ballon va passer devant la cage, va être dégagé de la tête. Voilà. Et repris par Coustillet des 20 mètres et la reprise de volée fait mouche, 1-0 pour Valenciennes. C'était d'ailleurs le score à la mi-temps. On voit les pétards éclater de l'autre côté, mais cela était insuffisant pour permettre à Valenciennes d'avoir un match d'appui. Ici, un très bon tir des Toulonnais stoppé par le gardien de but Magira. Mais les Valenciennois vont marquer un 2e but qui va les qualifier. On voit Séraphin, l'arrière gauche, qui fait une très bonne passe à Guedos. Guedos arrive dans la surface de réparation. Le centre est manqué par Wen qui se reprend très bien, qui redonne à Volniak qui fait un 1-2 et le tir fait mouche une nouvelle fois. C'est le score final 2-0. Vous allez voir ce but au ralenti qui va permettre à Valenciennes d'obtenir un match d'appui qui pourrait très bien avoir lieu le 5 avril. Voici de nouveau le but vu de derrière. « 10 000 spectateurs hier soir au stade de Gerland pour assister au match retour de Coupe de France Lyon-Rennes. Battus 3-2 en Bretagne, les Lyonnais, en maillot clair, à droite sur votre écran, ont été éliminés en concédant le nul, 1 but partout. En première mi-temps, les 2 équipes qui jouaient contractées ne réussissaient pas grand-chose. Les Bretons étalaient une plus grande maîtrise technique, les Lyonnais, sous l'impulsion de Dinalo et Chiesa, luttaient avec énergie. À la mi-temps, 0-0. À la reprise, Lyon faisait le forcing.
Rennes se repliait en défense pour tenter de conserver son maigre avantage. Georges Boulogne, qui était dans les tribunes, remarquait surtout le Lyonnais Chiesa, qui mettait Cardiette en difficulté et qui semble avoir retrouvé la grande forme. Lyon prenait l'avantage à la 68e minute. Guinalo ici était bousculé dans la surface de réparation, pénalty transformé en force par Guy. Mais à 7 minutes de la fin, Rennes égalisait. À la suite d'un coup franc, Rico évitait 3 adversaires et obtenait le but, celui de la qualification des joueurs bretons. Le FC Metz, à droite de votre écran, maillot blanc, avait pourtant bien commencé. Soutenu par une cohorte de supporters enthousiastes, 18 000 spectateurs, les Messins étaient bien décidés à réussir le chaos d'entrée et déjà une première alerte dans le camp niçois, centre d'Auxerre et tête de Vic de peu à côté, indiquait très nettement les intentions des locaux. Le match était donc lancé, très agréable à suivre, les échanges étaient rapides et les Niçois répliquaient du tac au tac par Kouekou et Fioroni, les deux ailiers, appuyés par Quité et un milieu de terrain très solide. Les Azuréens étaient également bien décidés de leur côté à sauvegarder coûte que coûte leur but d'avance, avantage bien mince chez l'adversaire. Aucune faute ne leur était permise, un premier quart d'heure enlevé durant lequel on remarquait côté messin la détermination d'Auxerre et le travail de Tripp qui avait retrouvé en la circonstance son poste d'avant-centre et dont les efforts ne seront pas toujours bien exploités. Il fallut 11 minutes exactement aux Messins pour rétablir l'équilibre et annihiler l'avantage des Azuréens. À la suite d'un cafouillage dans le camp niçois, Jogzac, qui s'améliore à chaque sortie, récupère le cuir, quitté comme une lourde erreur, Auxerre intercepte et d'un tir magistral de 20 mètres, il envoie directement la balle telle une fusée au fond des filets à la surprise générale. Marchetti n'en est pas encore revenu. À cet instant précis, le public messin ne doutait aucunement du succès final. Mais les deux équipes remises à égalité, il restait encore à marquer le but de plus qui donnerait la qualification. Eh bien, ce but, on l'attendra vainement au cours de la seconde mi-temps. Les visiteurs ayant laissé passer l'orage feront le plus souvent jeu égal avec les Messins qui ont commis des fautes de tactique et notamment en milieu de terrain. La Salette, à un poste inhabituel, a été moins brillant qu'à l'ordinaire et seul Tripp a constitué un danger alors qu'Auxerre verra à la 75e minute un de ses tirs détournés in extremis en corner par Marchetti qui a ainsi sauvegardé toutes les chances de son équipe pour le troisième match, lequel pourrait se jouer dimanche prochain à Paris. Et oui, ces deux équipes devront rejouer comme Valenciennes et Toulon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sont donc qualifiés pour l'instant pour les quarts de finale de cette Coupe de France, Rennes, Nantes et Paris-Neuilly, car Paris-Neuilly a éliminé les amateurs de Baume-les-Dames jeudi soir à Paris. Le match au sommet, je vous l'ai dit, de ces huitièmes de finale a lieu cet après-midi à 16h au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Il oppose Saint-Étienne à Nîmes. Les Nîmois ont un but d'avance à l'issue du match aller et vous pourrez suivre intégralement ce match cet après-midi. Voici dans quelles conditions. Première chaîne en direct la première mi-temps et l'intégralité de la rencontre sur la deuxième. Les commentaires seront de Michel Drey et la mise en image de René Lucot. Demain, les deux derniers huitièmes de finale, Angers-Bastia et Limoges-Arles. En championnat, il y avait deux matchs en retard à jouer hier en Division 1 et Division 2. En première division, Sochaux a battu Bordeaux, 3-2, rien ne va plus à Bordeaux. Et en Division 2, Boulogne et Reims, score nul un partout. Toujours en football, à Cannes se déroule, vous le savez sans doute, le tournoi international junior qui a lieu tous les ans. Il est organisé par l'AS Cannes. C'est un tournoi très intéressant où on voit des jeunes talents se révéler. L'équipe de France est engagée dans cette compétition et elle joue sa qualification pour la finale en rencontrant la Suède ce soir. Enfin, une dépêche qui est tombée il y a quelques instants. Les relations entre la télévision et le football ne s'améliorent pas. Vous nous avez téléphoné récemment pour nous demander si les demi-finales de la Coupe d'Europe, si une demi-finale serait télévisée. Nous avions espéré téléviser le match Leeds-Glasgow. Eh bien, le Conseil fédéral de la Fédération française de football, qui est réuni à Cannes, à l'occasion justement de ce tournoi junior, a refusé à l'ORTF l'autorisation de retransmettre en France l'une des deux demi-finales. Je le regrette beaucoup pour vous, car ce match Leeds-Glasgow sera fantastique, je peux déjà vous le dire. Enfin, une information qui mérite qu'on s'y arrête et qui laisse songeur. Michel Jazzy, vous connaissez, il était une des plus grandes vedettes de l'athlétisme mondial et le sport français lui doit beaucoup. Eh bien, Michel Jazzy, qui a abandonné la compétition internationale il y a 2 ans, ne pourra plus courir en France, quelle que soit l'épreuve. Il ne pourra même plus participer à des crosses par équipe avec son club, le CA Montreuil. Pourquoi? Eh bien parce que la Fédération française d'athlétisme vient de lui retirer définitivement sa licence, sans doute pour le remercier d'avoir battu de nombreux records du monde et d'avoir donné tant de points aux équipes de France d'athlétisme dans les compétitions internationales. Est-ce qu'on explique cette décision? Non, on ne l'explique pas du tout. La fédération a envoyé une lettre au club de Jazzy, c'est à Montreuil, en disant qu'on lui retirait sa licence. Vous savez sans doute, il y a quelques années, on avait reproché à Jazzy, au sommet de sa carrière, de toucher de l'argent, d'être un professionnel. Jazzy ne s'en est d'ailleurs pas caché, mais à l'époque, on ne lui avait pas retiré sa licence. Et maintenant qu'il est en fin de carrière, qu'il peut mettre son expérience au service des jeunes, qu'il veut courir pour son plaisir, on lui retire sa licence. Avouez que c'est un geste assez maladroit.
Voilà, c'est sur cette triste nouvelle que je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Nous parlons maintenant de littérature, un reportage de Jacques Legris sur Alfred Sauvy et son livre « Le socialisme en liberté ». Il a été dit à propos du dernier livre de M. Alfred Sauvy ceci. Alfred Sauvy lave plus blanc. En fait, M. Sauvy, votre lessive, c'est plutôt du vitriol. Il ne reste pas grand-chose du vieux tissu des contre-vérités, des préjugés, des illusions et des mythes. La vérité est amère, disent les Espagnols. Aussi, il en est qui, selon vous, ne sont jamais dites ni publiées. Pourriez-vous nous en donner des exemples? Bon, vous savez, un livre entier comme celui-ci ne suffirait pas à dire. Mais enfin, je peux vous en donner un ou deux exemples. Dire que depuis le début de l'automation, le nombre d'emplois civils a augmenté aux États-Unis de 18 millions, ne sera jamais reproduit nulle part. Dire que les impôts sur l'automobile n'ont pas tout bougé depuis 12 ans et que par conséquent ils sont réduits de moitié par rapport au reste, n'a aucune chance de passer ni à la 1, ni à la 17, ni à la 23 de n'importe quel journal. Et on pourrait en ajouter beaucoup d'autres. Certes, la liste n'est pas limitative. Oh là là, ce sont des nouvelles qui sont soit agréables, soit non, mais qui ne passent pas. Parce qu'on ne veut pas les transmettre pour des raisons qui sont assez subtiles et que les sociologues d'ailleurs n'aiment pas regarder, parce qu'eux-mêmes sont pris un peu dans la mythologie. Alors passons aux mythes maintenant. Il y en a qui ont particulièrement la vie dure. Je passe sur la gratuité qui n'est gratuite pour personne, et j'en arrive au mythe de l'abondance. Bien ça, c'est le mythe fondamental qui explique toutes les confusions de notre temps et probablement les révolutions à venir. C'est qu'on nous a tellement répété dans les feuilles les plus bourgeoises, les plus conservatrices, que nous étions au temps de l'abondance, que la machine faisait en une nanoseconde ce que l'homme mettrait 2 siècles à faire, etc., que nous l'avons pris tout ça pour de l'argent comptant, nous ne l'avons pas assimilé, et nous avons ouvert la bouche pour recueillir les alouettes toutes rôties. En réalité, nous sommes dans une société de besoins. Et il était plus facile de satisfaire les besoins autrefois qu'aujourd'hui, parce que le progrès crée constamment des besoins supplémentaires et des vrais besoins, pas les faux besoins de Marcuse, des vrais besoins, ne serait-ce que, par exemple, dans l'enseignement et dans la santé publique. Je voulais vous poser une autre question, M. Sauvy. Quand vous jouiez au rugby, quel poste teniez-vous? Oh, Monsieur Legris, je pense que ça va de soi. Je jouais forcément à l'ouverture. Ça ne m'étonne pas, en effet. Et que nous dit Jean-Pierre Anquery? Eh bien, il nous dit que depuis 1963, année où une exposition très complète lui avait été consacrée au musée d'art moderne de Paris, l'œuvre de Marcel Gromer avait un peu disparu des Simèzes. Et voici qu'en ce moment, à Montparnasse, à la Galerie des peintres graveurs, nous sommes conviés à un véritable panorama des gravures du maître. 150 planches nous permettent de constater l'extraordinaire unité qui caractérise l'œuvre de Gromer. L'artiste a à peine 20 ans lorsque, au contact sans doute des cubistes, il crée son univers architectural. Un homme du Nord un peu obstiné, un peu rude, il lui restera à jamais fidèle. Nous avons demandé à Gromer de nous présenter une de ses gravures préférées. Instinctivement, il a choisi un nu. Et peut-être est-ce en effet dans les nus que son sens plastique s'est le mieux exprimé, depuis le nu au balcon de ses débuts en 1925, en passant par le nu au fauteuil ancien, 1928, le nu couché de 1939 d'une voluptueuse majesté, le célèbre nu à la Tour Eiffel, 1952, jusqu'à celui que Gromer regarde ici avec une certaine tendresse, ce nu de 1961 qui est la dernière planche gravée par le maître, Gromer ayant depuis abandonné la gravure. Mais il serait injuste d'ignorer ces autres thèmes familiers, silhouettes d'une merveilleuse densité comme le passeur, ou l'amateur d'estampes. Thème à caractère social, le pain dur. Thème paysan. Autre intérêt de cette exposition, un tout petit nombre d'exemplaires ont été tirés des planches gravées par Gromer, 75 au plus, très souvent une trentaine. Certaines de ces pièces sont rarissimes ou même uniques. C'est le cas du moulin à café, de l'homme à la pipe et de ce pont, parfait exemple de la rigueur des compositions de Gromer.
exposition se tient à Montparnasse, à Paris, bien entendu, à la Galerie des Peintres Graveurs. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de passer une très bonne après-midi. Au revoir.